À la une ce soir, une enquête interne ouverte après une opération qualifiée d'erreur médicale par une mère de famille. Son enfant a été opéré par des amygdales. Initialement, il venait pour son poignet. Les excuses des médecins n'ont pas suffi. Un avocat a été saisi. De nouvelles fortes tensions en Guyane, des milliers de personnes rassemblées. Donc en Guyane, nous reviendrons dans ce journal. Mais d'abord, le vote anticipé à Font-Saint-Denis après la démission de 5 conseillers municipaux. Les électeurs devront retourner aux urnes. Nous irons à la Martinique Surf Pro, à Basse-Pointe. La compétition de surf s'est terminée aujourd'hui en beauté. Les plus belles images et les plus belles prouesses, notamment avec le vainqueur de la compétition, Ricardo Lopez. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, nous allons faire donc un point sur la crise en Guyane avec cette manifestation cet après-midi à la préfecture où plusieurs milliers de personnes étaient réunies à l'appel des 500 frères, une manifestation qui aurait dégénéré. Selon nos informations, un policier aurait été blessé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Nous sommes désolés. Les excuses d'un médecin à une mère de famille. Il y a 2 jours, son fils de 9 ans a subi une opération des amygdales, visiblement par erreur, puisqu'il devait se faire opérer du poignet. Une enquête a été ouverte au sein du CHU Pierre Zobda-Quinoal, plus précisément au niveau du pôle mère-enfant. Ce soir, la maman reste sous le choc. Écoutez son témoignage recueilli par Sabrina Doré et Michel François. Un bandage au bras. Quoi de plus normal après une opération du tendon du poignet? En revanche, se retrouver avec des amygdales en moins sans raison, ça ne l'est plus du tout. 2 jours après avoir emmené son fils aux urgences de la MFME pour une chute lors d'un entraînement de football, cette mère de famille est toujours sous le choc. Son garçon de 9 ans a été opéré par erreur des amygdales et doit aujourd'hui supporter toutes les conséquences post-opératoires. Comme toutes les suites des amygdales, il a des difficultés à manger, il est patraque, il reste souvent couché alors que c'est un gamin qui bouge beaucoup. Donc c'est pas évident de le voir comme ça, mais je sais que c'est directement lié à la suite des choses. Une erreur qui serait due à une inversion de patient. Le garçon a quand même été soigné pour la raison qu'il avait emmené à l'hôpital et aujourd'hui, la confusion est totale. Les médecins, très conciliants, désolés. J'ai beaucoup entendu, nous sommes désolés. Donc voilà. Et comment ils ont expliqué, comment ça a pu se produire? Il y a une incompréhension et ils vont chercher de toutes les façons il y a des procédures pour ça, pour mettre depuis le début pour vraiment chercher tout ce qui a été fait en amont et pourquoi effectivement il y a eu cette erreur. L'affaire a été confiée à un avocat pour obtenir la copie complète du dossier médical de l'enfant. Une procédure qui n'a pas encore été déterminée sera alors enclenchée pour obtenir réparation du préjudice subi par l'enfant et sa famille. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte de déposer et dans ce type de matière, le dépôt d'une plainte au pénal, je l'entends, n'est pas forcément la procédure automatique à mettre en œuvre. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de procédures, notamment des procédures, des modes de résolution amiables qui permettent de parvenir à une résolution du litige et donc à une indemnisation des victimes. Le CHU, contacté par Nos Soins, a annoncé avoir ouvert une enquête interne. Un rapport de la situation est en cours d'édition. Et justement, cette manifestation maintenant du personnel soignant ce matin, une marche notamment qui a pris le pas sur la rocade pour dénoncer les conditions de travail au sein notamment du service de réanimation. Le personnel en grève se dit surbooké et réclame de nouvelles embauches. Par ailleurs, les grévistes se sont réunis cet après-midi. Ils devaient rencontrer la direction de l'hôpital pour des négociations, une réunion qui n'a pas eu lieu. On écoute quelques réactions recueillies par Sabrina Doré. Nous avons pu constater que les médecins, le chirurgien de cardio, le chirurgien de neuro étaient aussi du même avis que nous et qu'ils retrouvaient les mêmes difficultés dans leur service. Et là encore, on nous a parlé d'encadrement, de peut-être problème de planning et que quand ils lisent les lignes de planning, ils retrouvent exactement le bon nombre de personnel. Ils sont même arrivés à nous dire que nous sommes plus. Alors qu'on nous explique comment on peut être plus et ne pas pouvoir récupérer de nos repos, être appelés sur nos repos, être appelés sur nos congés et doubler. Pour l'instant, nous sommes tous en train de discuter, de trouver une solution claire, quelque chose qui sera pertinent et qui fera vraiment comprendre que nous sommes mobilisés, que nous n'allons pas lâcher parce que ce n'est pas pour nous seulement que nous nous battons. Nous nous battons pour nos patients, pour la prise en charge de nos patients avant tout. Ce n'est pas une histoire de salaire, ce n'est pas une histoire de vacances, c'est une histoire de prise en charge, de conditions de travail. La politique et ses élections anticipées pour les habitants de Font-Saint-Denis. Le 14 mai prochain, ils devront élire de nouveaux conseillers municipaux après la démission de 5 d'entre eux. Le reportage sur place de Guy Raphaël René.
Amputée de 5 conseillers démissionnaires depuis février dernier, la municipalité denisienne qui en comptait 15 sera amenée dans quelques semaines à pourvoir les sièges vides. Pour cela, elle devra passer par les urnes en convoquant les 758 électeurs inscrits sur les listes électorales. Henri Romana, qui était en mairie aujourd'hui, n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment ni sur les 5 démissions, ni sur le scrutin à venir. Il se réserve pour une conférence de presse dans les prochains jours. Du côté de la population, personne ne semble connaître les véritables raisons de ces 5 démissions. Monsieur qui prend toute décision, il seul. Il va passer par personne. Alors c'est pourquoi ils se vendent le mécontentement. Là, mais il ne faut pas faire ça en vite fait. Tu vois les conseillers, tu vois les administrés, c'est mon qui est de monter là. Et puis je crois du bon, on va prendre des décisions, on ne pas de décision, et pourquoi imposer nous ça? Si 5 personnes démissionnent d'un coup, c'est qu'effectivement, ça ne va pas. Celui qui dirige la commune a certainement des choses, il ne le fait pas dans le bon sens, il ne travaille pas dans le sens pour les Denisiens, comme je dirais. Était-il à la hauteur ou pas, je ne sais pas, mais toujours est-il que les gens ont démissionné, s'ils démissionnent, et je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui ont l'intention de démissionner. Mais je pense que dans tous les cas, c'est que déjà, ça prouve que les gens ne sont pas d'accord sur la politique qui est menée ici, dans cette commune. Selon l'arrêté préfectoral du sous-préfet de Trinité et de Saint-Pierre, le premier tour aura lieu le 14 mai prochain. En cas de second tour, la date du 21 mai a déjà été arrêtée. Mais avant, les candidats devront se faire connaître à la sous-préfecture de Saint-Pierre entre le 24 et le 27 avril. Quant à la campagne électorale, elle sera ouverte à compter du lundi 1er mai pour s'achever le samedi 13 à minuit pour le premier tour. En Guyane, de fortes tensions cet après-midi aux alentours de la préfecture. Cet après-midi, donc, une réunion devait avoir lieu avec les 500 frères. Les 500 frères qui étaient en présence de milliers de manifestants. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu des échauffourées. Un policier a été blessé. On écoute un membre du collectif guyanais, Dimitri Guard, qui s'est donc exprimé il y a quelques instants. Je vous dirais que le mandat de François Hollande s'achève sur une note totalement amère pour la Guyane. Le gouvernement a usé de subterfuges et parfois de chiffres erronés pour faire comprendre qu'il nous avait tout donné. Il dit même dans son dossier de presse qu'il nous a donné 75%, qu'il nous a offert 75% des revendications. Nous aimerions bien savoir sur quelle base il s'appuie, premièrement, mais au-delà de chiffres. Aucune réponse durable et sérieuse n'a été reportée aux revendications légitimes. Vous avez pu constater sur le transfert du foncier aux Guyanais, il y a eu une forme de légèreté. La mise en place d'un fonds de compensation pour la séquestration du carbone par la forêt guyanaise, on n'a eu aucune réponse. La fiscalisation du spatial ou à défaut, une compensation pour l'activité spatiale en Guyane, cette question a été totalement évacuée. On a évoqué avec le gouvernement la question du cadre statutaire aussi pour la Guyane. Cette question a totalement disparu une fois qu'ils ont pris l'avion et qu'ils sont arrivés de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, force est de constater qu'un travail de fond n'a pas du tout été mené par le gouvernement. Beaucoup de réponses légères. Et après presque 2 semaines de conflit, la pénurie se fait sentir dans certains supermarchés ou commerces de proximité. Les produits frais sont rares, conséquence du blocage des routes qui ont interrompu le ravitaillement des magasins. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Vide, le rayon viande de ce magasin n'a plus aucun produit à proposer. Plus de stock et plus de réapprovisionnement. Au niveau des produits laitiers, même constat, Agnès ne trouve plus ses yaourts nature. Au début, je me suis précipitée au supermarché, j'ai stocké plein de pâtes, plein de riz, plein de conserves au cas où ça durerait et que ça serait fermé. Et puis j'avais essayé de prendre un peu quelques fruits, mais ce stock-là, ça s'est vite épuisé. Et pourtant, au port, la marchandise s'entasse. Que ce soit en import, c'est compliqué d'avoir les conteneurs. Et tout ce qui concerne aussi les fournisseurs locaux, ils ont une certaine difficulté à se déplacer. Donc ils font tant mieux que mal pour nous livrer, mais c'est compliqué pour tout le monde. 6 navires ont été déroutés en 3 semaines, des changements de navigation qui auront des répercussions, et c'est le client qui risque de payer l'addition. Donc à chaque fois qu'ils acheminent un bateau, c'est forcément des frais supplémentaires pour tout un chacun. On va l'installer là-bas, comme ça ne va pas bloquer l'entrée. Pour ce gérant de supérette, c'est la délivrance. Il attend cette livraison depuis des jours. La farine, il n'y a plus rien du tout sur la Guyane. Au niveau des produits laitiers, ça devient difficile.
charcuterie, crèmerie, tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les dernières livraisons que j'ai. Il n'y aura plus rien, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. La demande reste forte, mais l'offre est faible. Les étalages seront dévalisés dans les prochains jours. Chacun s'organise comme il le peut. Bon, on craint toujours, on fait du stock en stock, mais bon. C'est vrai que j'en fais plus, un petit peu plus, ça c'est sûr. Et changer, non, toujours ce que j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'on en fait plus, au cas où s'il y a une pénurie. Juste pour 2 ou 3 jours. Et ensuite, je recommence, ainsi de suite. Non, pas de stock. La Guyane importe 90% de ses produits. Sans une réouverture du port imminente, il faudra se tourner vers une alimentation plus locale. Revenons maintenant sur la polémique banane mieux que bio de la Guadeloupe et de la Martinique, un slogan qui a valu un procès perdu en première instance. Les producteurs antillais ont décidé de faire appel et pensent aussi saisir la Commission européenne. Les explications de notre correspondant Éric Dupuis. Chacun des logos qui est là représente des centaines, sinon des milliers de coopératives agricoles et des dizaines de milliers d'agriculteurs. Ils sont déterminés après une décision de justice leur interdisant de faire campagne contre l'industrie d'importation du bio. Les producteurs de bananes ont décidé non seulement de faire appel, mais en plus de saisir la Commission européenne. Nous sommes absolument engagés dans ce combat pour le gagner. Le sujet, c'est quoi ? Que tout produit bio vendu sur le marché européen soit en stricte conformité avec la réglementation européenne en matière de production de bio. Et dans ce combat, ils ne sont pas tout seuls. L'UGP BAN revendique le soutien de 40 000 agriculteurs européens de fruits et légumes. Ce sont les mêmes problèmes en Italie. Les producteurs de fruits et légumes bio font face à une concurrence déloyale, comme pour les producteurs français de bananes. Il y a des produits qui arrivent des pays tiers, d'Israël, du Chili, qui sont vendus sous l'étiquette bio, mais qui ne respectent pas les standards de qualité qu'impose l'Union européenne aux pays membres. Dans le camp d'en face, l'industrie du bio accuse une campagne qui dénigre son secteur et ne compte pas se laisser faire. Quant à la concurrence déloyale des pays tiers dénoncée par l'UGP BAN, elle considère qu'elle n'aurait plus lieu d'être si les producteurs antillais se mettent au bio. Il faut faire ce pari-là, il faut expliquer aux consommateurs et il faut développer de la bio dans les DOM. Et il n'y a pas d'obstacle réglementaire aujourd'hui à cela. Il manque simplement une volonté de le faire. L'UGP BAN espère obtenir de Bruxelles la fin de l'équivalence bio d'ici la fin de l'année. Leur procès en appel se tiendra en octobre prochain. Retour en Martinique pour une remise de diplômes à l'Université des Antilles. Une quarantaine de personnes a reçu donc plusieurs diplômes après une VAE, une validation des acquis et de l'expérience. C'est une procédure qui permet de transformer son expérience professionnelle en un diplôme. On écoute quelques réactions de lauréats interrogés par Guy-Raphaël René. C'est un bonus pour 2 raisons. La satisfaction personnelle d'avoir matérialisé son expérience professionnelle et deuxièmement l'opportunité de pouvoir évoluer professionnellement au sein d'un travail, d'une administration, d'une collectivité. Il n'y a pas d'âge pour ça. Eh bien non, j'invite tous ceux qui sont âgés, je les invite à faire de même. Comment dire qu'il n'y a pas de ce métier, il n'y a pas de VAE sorte. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas se dire non plus que c'est un diplôme au rabais. Ça a été très difficile pour être honnête, mais il faut persévérer. Ça a été difficile parce qu'on doute, on se demande est-ce qu'on aura les compétences, est-ce qu'on aura suffisamment les mots pour expliquer, puisque faire la validation c'est démontrer, c'est pas simplement montrer, mais démontrer aux gens qu'on a la capacité, qu'on a les connaissances. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on est sorti du système scolaire, donc reprendre ça, rouvrir les bouquets, regarder, démontrer aux gens, effectivement ça peut être laborieux, mais nécessairement ça nous fait grandir intérieurement. Un séminaire sur les récifs coralliens et les herbiers de la Caraïbe cette semaine à l'hôtel Batelière. Plusieurs spécialistes sont réunis et travaillent sur la protection des milieux et de leur écosystème. Les explications recueillies par Anaïs Gall. Il y a un séminaire récif corallien puis un séminaire herbier. Donc le séminaire récif corallien il est vraiment très régional. Donc il a regroupé les acteurs de la Caraïbe. Des Antilles françaises, bien évidemment. Et par contre, sur les herbiers, on a souhaité faire un séminaire d'ampleur nationale. Donc, à ce titre-là, on a fait venir des gens qui venaient de l'océan Indien et du Pacifique.
notamment parce que les techniques de suivi des herbiers sont moins développées que les techniques de celles qui permettent de suivre les récifs coralliens. Donc on a tout à apprendre des initiatives qui sont prises localement pour essayer d'aller vers une espèce d'harmonisation en fait, de ces techniques et de pouvoir comparer un peu les états de santé en fait, entre les différentes îles françaises d'outre-mer. Les récifs coralliens et les herbiers, enfin tous les écosystèmes côtiers des Antilles procurent de nombreux services écologiques, écosystémiques. Ils remplissent plein de fonctions, ils produisent de la biomasse, ils assurent, par exemple les récifs coralliens protègent la côte contre les événements de houle, contre les événements climatiques. Ils participent aussi à la séquestration du carbone atmosphérique par exemple. Les herbiers aussi ont une capacité de purification des eaux côtières en absorbant les nutriments donc, qui sont rejetés notamment par les activités urbaines, agricoles, etc. L'objectif de ces réunions, c'est de discuter des métriques qu'on va mettre en œuvre pour évaluer l'état de santé de ces écosystèmes. Restez avec nous dans quelques instants. Nous irons en Guadeloupe pour la finale du concours RoboFirst qui a réuni plusieurs collégiens à Petit-Bourg. Nous ferons le point sur les différents rendez-vous de sport ce week-end avec le programme présenté par Caril Chassol. Et puis dans votre JT des communes, direction Trinité, à la rencontre de soigneurs de crabes à l'approche des fêtes de Pâques. Direction la Guadeloupe, donc, où la grande finale de la Robotic First a eu lieu aujourd'hui à Petit-Bourg, en concours de robots, auquel participent plusieurs collégiens. Le recteur de l'académie a fait le déplacement pour délivrer les récompenses. Le reportage de Patrick Curie et d'Isabelle Hameau. Ils ont des projets plein la tête pour sauver l'environnement. Ces collégiens scientifiques ont réalisé une ferme lombrique dans le but de diminuer l'utilisation des pesticides. En Guadeloupe, il y a beaucoup d'agriculteurs, vu qu'il fait chaud, il y a le climat adéquat, mais pour augmenter leur production, ils ont tendance à utiliser des pesticides. Parce que vu que leur sol n'est pas très fertile, dès qu'il y a des bêtes qui commencent à manger leurs affaires, ils n'ont plus de récolte. Mais ces pesticides, à long terme, ils tuent les vers de terre. Et notre projet vise à faire l'inverse de la manœuvre des agriculteurs. Au lieu d'utiliser des pesticides, nous utilisons des vers de terre. Jackie, c'est le nom de leur robot, leur deuxième projet, qui aura au moins 6 missions à accomplir. Sa programmation n'a pas été une mince affaire. On a travaillé dessus, on continue, il a fallu le programmer, le construire, faire des modules. Quand il y avait des problèmes, chercher une solution. On a passé, je crois que notre record, c'est passé 4 heures à peu près sur la même mission. À corriger, recorriger, refaire. On en est très fiers. L'idée de ce concours Robotic First est d'éveiller chez ces jeunes le goût de la science. Une volonté de l'éducation nationale de les former tout en s'appropriant et en imaginant les robots de demain. Cette compétition, c'est l'aboutissement de travail qui est fait par les équipes pédagogiques interdisciplinaires autour de la fabrication de robots, de la programmation de ces robots. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe avec toutes les équipes pédagogiques qui sont mobilisées. C'est vrai que ça se fait souvent sous la houlette du professeur de technologie. Le professeur de technologie s'entoure d'un certain nombre d'enseignants dans différentes disciplines. Ça peut être la biologie, l'anglais, le français, je ne sais quoi d'autre comme discipline. Et c'est vrai qu'avec un certain nombre de compétences qui sont développées au travers de ce projet, on voit bien qu'il y a un certain nombre de révélations aussi de jeunes qui viennent nous expliquer très simplement comment les choses se passent. Des équipes de la Martinique sont venues se mesurer à celles de la Guadeloupe et quels qu'en soient les résultats, cet échange aura permis une nouvelle fois d'illuminer des talents scientifiques de chez nous. Nos invités maintenant ce soir, Chanaël de l'association Insert Art, bonsoir. Et Mathieu Guérard, vous êtes artiste plasticien. Vous êtes venu nous parler d'un projet, l'art pour survivre, un projet qui entend réhabiliter des personnes au parcours difficile grâce à l'art. Comment se déroule ce projet ? Alors, il s'agit de pouvoir mettre en valeur des talents martiniquais par le biais de l'art, avec pour thématique l'art pour survivre. Donc c'est un projet que nous avons monté avec un appel à candidature. Donc les jeunes avaient jusqu'au 31 mars pour pouvoir s'inscrire sur le site www.insertart.com. Et nous avons fait des auditions à l'Atrium le 1er avril avec des jurys, donc professionnels mais également parrains, puisque nous avons un système de parrainage dans l'action qui consiste à attribuer un parrain à chaque jeune sélectionné.
auditionner. Donc ces jeunes ont été auditionnés le 1er avril et nous pourrons démarrer le tournage du film L'Art pour survivre avec eux. Alors justement, je propose de regarder un extrait. Voilà, on le voit à l'image, ces différentes auditions de ces jeunes qui ont été sélectionnés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, parmi les appels à candidature, ce que vous mentionnez, c'est d'avoir des jeunes qui ont un parcours assez particulier, en tout cas qui ont besoin de l'art pour survivre, c'est-à-dire? Voilà, alors par rapport à la thématique, nous prenons en compte l'art exercé, mais également le parcours et l'histoire du jeune. Donc il fallait vraiment que le jeune nous expose un peu son histoire pour nous démontrer comment il arrivait à surmonter les difficultés qu'il rencontrait tout au long de sa vie. Ça pouvait être du vécu, ça pouvait être une histoire particulière par rapport à l'art qu'il exerce. Donc c'était pour pouvoir mettre en exergue à la fois son art et son parcours. Donc nous avons eu de très bons profils avec par exemple des jeunes qui ont eu une difficulté familiale. Il y a un jeune par exemple qui a perdu son père et qui s'accroche justement, qui arrive à exprimer cette difficulté par l'art qu'il exerce. Et justement, comment cela se voit à travers les différentes créations que vous avez pu observer? Est-ce que vous avez justement, est-ce que vous avez pu observer des éléments assez touchants dans l'art? Alors, est-ce que ce sont des tableaux, des peintures, de la musique? Ça peut être n'importe quel art? Alors, nous avions justement sélectionné plusieurs catégories d'art. Donc, il y avait la musique, la danse, la peinture, le maquillage, etc. Et quand les jeunes sont venus en audition, voilà, il y a eu un échange avec les jurys et les professionnels de l'art. Donc, ils étaient vraiment obligés de rentrer dans le vif du sujet, nous expliquer un petit peu. Donc, effectivement, ils avaient des créations sur place. Certains ont ramené des tableaux, certains ont fait des prestations sur place, donc comme la danse, nous avons eu du slam, du body painting, donc voilà, mais il fallait quand même pouvoir dans la sélection faire ressortir à la fois l'histoire, la difficulté et à la fois le talent. Donc voilà, c'était le plus compliqué à faire parce qu'il y avait de très belles choses, mais il fallait vraiment qu'on rentre dans la thématique pour qu'après, à travers les courts-métrages, qu'on puisse vraiment être dans cette thématique. Alors vous êtes venu avec l'un des parrains, Mathieu Guérard, qui est plasticien. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que cela vous apporte à vous, artistes, d'être à la rencontre d'un public comme celui-ci? Déjà, ça permet une ouverture entre les différents genres d'art. Moi, je suis plasticien, ça m'arrive assez rarement de côtoyer ou de travailler avec des chanteuses, avec des chanteurs, des danseurs et même des pâtissiers en l'occurrence. Donc déjà, il y a cette communauté comme ça, cette famille d'artistes qui se retrouvent, les générations aussi qui se mélangent. Donc ça, c'est agréable toujours de pouvoir communiquer et d'avoir un réseau aussi qui bouge. Parce qu'en Martinique, le territoire est petit, mais on a toujours du mal quand même à se trouver. Et là, l'avantage, c'est même quand on vit à Sainte-Anne, à Fort-de-France, on arrive à se retrouver quand même de temps en temps pour aider notre jeunesse à prendre un peu confiance en elle aussi. Alors combien de jeunes ont été sélectionnés? Alors nous avons eu un vivier de 8 jeunes. Donc, qui participeront au film. Donc, nous allons faire les courts-métrages. Donc, à ce jour, les parrains appellent petit à petit les filleuls pour leur annoncer la bonne nouvelle et feront les premières prises de contact pour un peu échanger, voir dans quelle orientation ils vont donner au court-métrage avant de commencer le tournage. Et le film sera vu? Alors, dans un premier temps, une fois que ce film sera clôturé, nous aurons une soirée de présentation pour pouvoir présenter le film aux différents partenaires, aux filleuls et aux parrains. C'est la première fois que les filleuls verront justement la réalisation. Et puis après, nous allons partir sur la négociation afin que le public puisse voir ce film sur grand écran. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce projet L'Art pour survivre. On poursuit avec l'agenda sport du week-end. Au menu, finale de la Coupe de handball, les demi-finales de la Coupe de Martinique en basket. Il y aura également du cyclisme. On fait le point avec Eric Chassol. Le temps fort de ce week-end en handball, ce sont les finales de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, elle opposera à 20h l'USC Citron à l'Arsenal. Chez les hommes, on aura droit à partir de 21h30 à un classique Sainte-Anne-Cap 110 Étoile de Gondou. Des rencontres qui auront lieu ce soir au Palais des Sports du Lamentin. Sport collectif toujours en basket féminin, la dernière demi-finale de la Coupe de Martinique aura lieu demain 20h au Palais des Sports du Lamentin. Le Golden Star sera face à l'Éclair. En basket toujours, à noter que le tournoi Guy Margois U15 débuté ce soir se poursuit jusqu'à dimanche au hall Péliard-Donatien. En football, après les demi-finales retour du trophée Mutuel Margaillard en milieu de semaine,
Début ce soir 20h de la 22e journée du championnat de Régional 1. 2 matchs au menu, New Club RC Rivière-Pilote à Petit-Bourg et le derby foyalais Club Colonial Excelsior à Dillon. Suite de cette journée demain 16h avec 3 rencontres. Une autre se disputera à 18h. Enfin, un match clôturera cette 22e journée à partir de 19h. En cyclisme, après le Critérium des quartiers du Lamentin le week-end dernier et avant le Trophée de la Caraïbe à partir de jeudi, nos coureurs seront à pied d'œuvre ce week-end. La 3e édition du Grand Prix de la ville du Vauclin débute demain 13h30 par un contre-la-montre individuel. Dimanche, à compter de 13h30, une étape de 121 km est au menu de ce Grand Prix. Nos yoleurs seront au Vauclin dimanche pour 2 courses comptant pour le championnat de la Martinique. La première est prévue à 10h. Sport en bref pour conclure qu'il y aura également de la gymnastique et du karaté ce week-end. Et sport toujours, la Martinique Surf Pro s'est terminée avec la victoire du Brésilien Ricardo Christie avec la victoire du Brésilien Binos Lopes face au Vénézuélien Ricardo Christie en finale. Les meilleures images de cette dernière journée réunies par Michelet François. On regarde. Voilà pour ces belles images. Restez avec nous tout de suite, c'est l'heure de votre JT des communes. Une rencontre avec des passionnés de crabes à l'approche de la fête de Pâques. Huppert Bornil a pu observer quelques éleveurs de crabes, les soigneurs de crabes comme on les appelle. Cela s'est passé à Trinité, regardez. On m'a là pas là vini. Misokan, ça c'est bel socan, ça c'est côté monsieur Malingo, il a créé comme ça. L'autre bord, monsieur Joseph Palin, mais passion il s'est pas encore pendant Pâques là. Et puis c'est monsieur là qui dit les plus belles crabes, il dit moi par côté Trinité, ça sacré socan. Monsieur Malingo, c'est ainsi qu'on le surnomme dans le secteur Autre-Bord à Trinité. Ici, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui accorde un soin particulier à ses ratières. Cette année ici est pris très tôt et son parc à crabes est bien garni. Combien de crabes? Là, on ne peut pas compter là. La dette nous au moins 200 là, la dette au moins 150. Des pensionnaires assez gloutons. Il faut savoir qu'un crabe est vorace. Il mange d'ailleurs toute la nuit, d'où l'importance de toujours l'approvisionner en bonne nourriture. Le crabe là, manger, il y a qui fait bailler sec. Comme ça là, mon sec moins fini, on va bailler quand on fait là. Je dois nourrir le crabe là pour manger. Tout un crabe là pas nous, on peut pas manger, il pas bon. Mais qui m'a dit quoi il nourrit? Il pète tout pour dans les pieds. Il est bien nourri. Crabe qu'a mangé tout modèle manger kini, mais ni ça qui bon pour lui. Ah, il fait sec là. Ah bon? Ouais. Et puis pas trop gras. Ça, le boba il fait vête là, il quand même. Crabe Monsieur Malingo ni bel comment tout bonnement, mais il y a bien sûr différentes catégories de crabes. On va prendre crabe bleu, crabe couleur c'est quoi là, là ni bleu à dents. Nan ni petit crabe rouge là, soleil là, là. Crabe soleil là, ça c'est l'eau qu'avant ni vendre, quoi mettre en lait bon, c'est ça qui sauce là.
Ouais, plus le crabe là petit, plus sauce là bon. C'est pas gros crabe là qui a la sauce. Mon préféré, le crabe vin. On dit en créole crabe divin. Ouais, ben, ni crabe soleil, écoute, moi, je me garde dans l'autre soleil. Voilà. Merci quand même. Tu veux bon, belle Pâques. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez l'habitant à Caille-Missé Malingo, l'autre boss, notre paiement dépouille, c'est là tout le crabe là. Voilà pour cette donc visite du crabe. Cette dernière information, donc un accident de voiture, un accident mortel à Sainte-Thérèse dans une collision entre un piéton et donc un motard qui aurait fait un décès. Donc la victime est une femme âgée de 68 ans. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, votre rendez-vous en Tchépéia. À tout de suite.